Et alors, après cette magnifique exposition, je vous avais averti avant qu'il serait comme ça. Elle a même surpassé ce qu'on attendait. C'était une vision bien intégrée, profonde et globale. C'est ce qui se passe en France. Nous pourrons dire quelques mots après sur ce qui se passe au Brésil, mais je ne veux pas embêter les professeurs Renour avec ça, peut-être après. Mais je demanderai à Sergio, comme d'habitude, qui contrôle la discussion, parce que moi, je suis très incliné à laisser aller. Comme je ne fais pas beaucoup de confiance à mon français, donc je vais parler en português. Como de hábito, aqui nós vamos ter que ser muito concisos nas perguntas, porque o tempo se estendeu. Então, Lorival, Giorgio e Otávio aqui começam perguntas concisas. Por razões logísticas, começa pelo Otávio aqui. Otávio, vou cobrar concisão. En fait, le président en même temps. Je parler en français, c'est plus facile. Donc, cette histoire de président en même temps, j'ai eu l'occasion de dîner avec Macron à Davos, dans un dîner organisé par BNP Paribas. Et quelqu'un a posé la question, vous êtes à gauche ou à droite? La question classique. Il a répondu, non, c'est la question de où? C'est la question des questions de société, des valeurs de société, humanisme, des questions liées aux questions sexuelles, mariage de même personnes de même sexe, l'immigration, tout ça. Je suis de gauche. Et pour débloquer la productivité française, je suis plutôt à gauche. Je suis à droite, bien sûr. Donc, de toute manière, c'est la première fois qu'on voit en France, et même en Europe, je pourrais dire que un nouveau récit. Le mot en français n'existe pas, le narratif. Donc, c'est la première fois qu'on voit ça. Donc, j'ai l'impression que c'est le seul exemple d'une personne avec ce discours nouveau. La question, c'est de savoir si ce phénomène va se reproduire dans d'autres pays en même temps, ou si vous pensez que c'est quelque chose de très isolé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, si Macron ne marche pas, ne fonctionne pas, l'extrême droite va inéluctablement revenir au pouvoir. Donc, ou aller au pouvoir, mieux. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est un phénomène isolé, ou il y a une perspective d'avoir plus d'autres possibilités de trouver dans ce nouveau récit cette nouvelle narrative dans d'autres pays du monde? Lorival. Fernand. Bonjour, je m'appelle Lorival Santana, je suis un journaliste. Croyez-vous que ce soutien pour les réformes par la majorité de l'Assemblée nationale restera ferme malgré les protestations? Fernão aqui na passagem. Fernão, peço para você também se identificar para ele. Fernão Brasser. Eu vou falar em português. Alors, j'attendais, parce que j'ai besoin de la traduction. C'est quel canal? Você ajuda aqui, Giovana, por favor. Et c'est... Tá ligado? Ah, c'est bon. O senhor citou aí, listou as mudanças todas propostas no primeiro ano. Eu queria lhe pedir... Fernão, um minutinho só, porque deu problema aqui na tradução. Allô? Pode. Alô? Oui. Allez, allons-y. Pardon. Estou indo. Muito bem. O senhor citou, elencou as mudanças todas que ele propôs nesse seu primeiro ano. Mas o senhor não comentou do resultado disso, ou melhor, o quanto as propostas dele foram aprovadas ou modificadas, ou, enfim, o quanto isso realmente mudou na França. Se é uma tentativa apenas ou não. Depois, se puder dar uma palavra também sobre as relações com a Alemanha, eu agradeceria.
Mais uma. Tem uma pessoa atrás do Fernão. Peço para você se identificar. Bom dia, Rafael Almeida. O senhor mencionou o crescimento da autoridade, da demanda por autoridade, do ódio, como um risco para a democracia. Então, eu gostaria de perguntá-lo, uma vez que não se governa sem autoridade, e autoridade não é autoritarismo, claro, o senhor sabe muito bem disso, desculpa, mas eu gostaria de perguntá-lo por que não perceber a contestação excessiva dos resultados do contrato social das eleições como uma ameaça à democracia, já que aparentemente há uma contestação excessiva em diversas partes do planeta. Última pergunta aqui, Giorgio. Não sei. Merci. Se identifica, por favor, Giorgio. Giorgio, sou professeur universitaire. C'était très intéressant. Il parle en français. Je voudrais... C'est en français? Oui. Tentative. C'était très intéressant, mais je voudrais entendre mieux les propositions économiques. Parce que les réformes, l'argument, c'est qu'il faut améliorer l'environnement pour les investissements. C'est ça. Ça va fonctionner, je ne sais pas. Il y a le problème de chômage entre les jeunes. Alors, c'est quoi exactement? Parce que ce n'est pas seulement avec les réformes qu'on va améliorer les investissements, l'innovation technologique. Ce n'est pas seulement avec l'enthousiasme qu'on va faire ça. Il a parlé, Macron, il a une préoccupation sur la présence du capital étranger. Ça me paraît peut-être un peu une contradiction avec la société ouverte. Il a parlé de créer des entreprises européennes, des champions européens, avec France, Allemagne, contre les Chinois. Les propositions économiques, c'est quoi exactement la proposition et la possibilité de vraiment provoquer une croissance de l'investissement? Parce que sans ça, il ne va pas loin, je pense. Bon, Muito je vais bem. peut-être Mas répondre. la dernière question. Merci, monsieur le professeur, pour cette conférence passionnante. Vous avez fait apparaître en fait cette élection finalement comme le fruit d'une nécessité, Oui. très brillamment. Et au bout du compte, on pourrait aussi se dire qu'elle est le fruit de deux hasards. Le premier, c'est le fait que le président Hollande ne soit pas représenté. Et le second, c'est le scandale qui a touché Fillon. Alors finalement, est-ce que c'est plutôt le hasard ou la nécessité qui l'a emporté? Dernière question. Non. Sim, mas agora eu vou endurecer. Merci beaucoup, professeur Bruno. Je suis Camilla Durand, professeure de droit à l'Université de São Paulo. Je voulais provoquer un petit moment votre pensée sur la relation entre la justice et les systèmes politiques. Vous avez mentionné aussi que cette question est importante pour la France et c'était peut-être décisif dans le cas de Macron. Au Brésil, en plus de la justice criminelle, nos politiques publiques sont dessinées au niveau constitutionnel. Donc, on a aussi un impact très important de la justice brésilienne pour les politiques publiques, notamment la politique économique. Les réformes proposées par Macron, par exemple, ça serait la plupart au niveau constitutionnel au Brésil. Donc, si je pouvais provoquer un peu plus votre réflexion sur cette relation, l'impact pour le système politique de la judicialisation de ce type de sujets. Merci beaucoup. Tá vendo como eu acertei em dar a palavra para ela? Alors, merci pour toutes ces questions. Nous avons tout l'après-midi. Voilà. Alors, d'abord sur la première question et le fameux en même temps macronien. Ce que Macron est en train de créer, c'est un espace central dans un espace politique qui était jusqu'alors, depuis la nuit des temps, un espace extrêmement bipolarisé, entre la gauche et la droite, et l'alternance entre la gauche et la droite. Bien sûr, la volonté de sortir de la pensée binaire qui accompagne
ce clivage gauche-droite et qui empêche la plupart du temps de penser la complexité des problèmes économiques, sociaux, politiques et culturels qui sont les nôtres, cette volonté, elle est ancienne. Elle est ancienne et le centrisme, les centristes français ont pendant très longtemps été persuadés qu'il pouvait exister entre la gauche et la droite. Mais la Constitution de la Ve République, notre mode de scrutin majoritaire à deux tours, ne leur donnait pas d'espace politique. Hein? Ils ont essayé, jadis, contre le général de Gaulle, M. Le Canuet, puis ensuite, contre Pompidou, M. Alain Poher, et puis ensuite, il est toujours là, Valéry Giscard d'Estaing, qui a été un homme, il y avait des points communs d'ailleurs, il y a beaucoup de points communs entre le jeune Giscard et le jeune Emmanuel Macron, même si après, il y a deux temps dans le giscardisme. Il y a le giscardisme d'innovation politique et ensuite le giscardisme de régression monarchique. Alors, je ne sais pas s'il y aura les deux temps du macronisme de ce type, faut pas espérer. Voilà, parce que ça s'est mal terminé. Hein. Et puis ensuite, il y a eu François Bayrou, le leader, qui a dit, voilà, moi je veux créer un hypercentre. Je crois qu'on parle d'un extrême centre au Brésil. Voilà. Je veux créer un hypercentre qui permettra d'exister. Alors, il a essayé, lui-même, François Bayrou. Il a été candidat à 3 reprises. Il a échoué. Il a échoué dans cette bipolarisation. Mais, à l'occasion de 2017, il s'est dit, au fond, je vais apporter le centrisme à la volonté de construction d'un espace central d'Emmanuel Macron. Et donc, ils ont passé un accord. Accord, et là on en vient aux histoires de hasard, accord tout à fait décisif pour Macron. Parce que Macron, quand il commence, il pèse 7% d'intention de vote. En septembre, 12-13. Fin de l'année, 15. Quand il passe un accord en 2017 avec Bayrou, c'est ce qui va lui permettre de passer au niveau de 20% d'intention de vote. C'est-à-dire, vous voyez, cet apport de l'électorat centriste a été pour lui décisif pour qu'aux yeux de l'opinion, il devienne non pas un candidat capable de témoigner, mais un candidat capable de gagner. Hein? Et ça a été très important. Nous avons vu dans nos enquêtes, tout d'un coup, il y a un effet de levier, un effet de cliquet. Il y a les, je sais pas, 7% d'électeurs qui avaient décidé de voter François Bayrou, qui se retrouvent derrière Macron et font rentrer Macron de la catégorie des outsiders dans la catégorie des insiders. Il devient un insider. Hein? Donc ça a été important, ce mariage de l'innovation politique et du vieux centrisme de tradition démocrate chrétienne en France. Hein? Bon. Ça a été important. Deuxièmement, il peut d'autant mieux le faire que sa formation intellectuelle est une formation qui, par sa fréquentation en particulier du philosophe Paul Ricoeur, qui a été réelle, voilà, parce que je sais qu'il y a eu pendant la campagne, je ne sais pas vrai, il a servi à faire les notes. Non. Il dialoguait avec Paul Ricoeur. C'était un tout jeune homme. Paul Ricoeur était un universitaire attentif aux jeunes qui s'intéressaient à son œuvre. Il y a eu un véritable échange. Et Paul Ricoeur, c'est d'une certaine manière le penseur du en même temps, du récit national aussi, hein, du récit, de l'importance du récit symbolique. Hein. Et moi, je m'en souviens parce qu'à l'époque, je publiais des articles dans la revue Esprit, qui est la revue du courant personnaliste. Très souvent, on avait l'habitude de discuter nos articles en disant à des jeunes, venez. Et il y avait au fond de la salle un jeune chevelu, plutôt bien de sa personne, avec une tête très sympathique. Et il posait toujours des questions. Et je disais, vraiment, ce jeune homme est vraiment un type bien, quoi, avec une vraie culture. Il avait, je ne sais pas, 20 ans, 19 ans. Et je me disais, vraiment, ce type, il est malin. Il est malin et il est modeste. Espérons qu'il garde la modestie. Hein. Il est modeste. Et beaucoup d'années plus tard, j'ai demandé à Olivier Mongin, qui est un des dirigeants de cette revue, je lui disais, mais c'était qui ce personnage ?
Et il me dit, bah, c'était Emmanuel Macron. Voilà, vous voyez, un petit étudiant qui venait là pour discuter avec ses aînés, avec les grands. Voilà, hein. Et un journaliste français qui s'appelle Brice Couturier a fait un très bon livre qui s'appelle Emmanuel Macron, le président philosophe, où il parle de toute cette formation philosophique qui ensuite, vous voyez, Emmanuel Mounier aussi, c'est des penseurs de la troisième voie quelque part. Hein. Donc ce sont des hommes qui sont intellectuellement, il est charpenté intellectuellement pour explorer ces solutions de troisième voie ou d'espace central. Hein. Et ce n'est pas des mots, c'est une réalité. Alors est-ce que tout cela, et c'est une réalité électorale, il a commencé au centre, il a pris à gauche, il a pris à droite. Voilà, hein, je pourrais vous montrer des tableaux, tout à l'heure je vous en ai amené, c'est évident. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'il vous a dit à Davos montre qu'il lit les enquêtes. Ce qu'il vous a dit à Davos, c'est très vrai. Ses électeurs, au-delà de lui-même, quand vous interrogez les Français sur des questions économiques, les électeurs de La République En Marche sont très proches de la droite, beaucoup plus que de la gauche. Sur tout ce qui est ce que nous appelons, nous, le libéralisme culturel, le mariage homosexuel, la procréation médicalement assistée, les réformes sur la fin de vie et l'euthanasie, l'environnement. Les électeurs de La République En Marche sont beaucoup plus proches de l'électorat de gauche que de l'électorat de droite. Donc, ce n'est pas simplement lui, c'est son électorat qui maintenant est et de gauche et de droite. Donc ça vous donne, vous voyez, une force. Hein. C'est plus simplement du discours, une posture, une formation philosophique, c'est une réalité électorale. C'est une réalité électorale. Alors, au-delà de la France, ce n'est pas simplement un phénomène franco-français. Il faut être très attentif, il faut toujours croire à la force des signaux faibles, surtout quand les signaux faibles deviennent des signaux forts. Hein. Regardez ce qui se passe en Espagne avec Ciudadanos. Hein. Ciudadanos a, dans un système qui était là, également très bipolarisé, avec une gauche de la gauche, Podemos, très proche au fond de Mélenchon en France, vous avez là, dans un espace central très innovant, un mouvement qui est en train de se créer, qui est assez proche de La République En Marche. Et d'ailleurs, maintenant, les contacts sont des contacts importants. En Italie, même si le phénomène est très complexe, le premier parti italien, aujourd'hui, le mouvement Cinque Stelle, quand vous regardez la sociologie de l'électorat, ça a beaucoup de caractéristiques de La République En Marche. Vous savez que l'incroyable faiblesse de la gauche italienne, elle est largement due au fait que vous avez à peu près 20 à 25% de l'électorat de gauche qui a rallié Cinque Stelle. Donc Cinque Stelle est en train de changer. C'est un mouvement d'ailleurs très ambigu selon les leaders. Hein. Vous avez des mouvements de la protestation pure, très proches de Grillo. Vous avez des mouvements de culture plus gouvernementale, très proches de Di Maio. Hein. Vous avez des mouvements qui disent, bah voilà, puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord avec la droite, on va essayer de se mettre d'accord avec le PD, le Parti démocratique. C'est Renzi qui ne veut pas. Parce que Renzi dit, nous avons besoin d'une cure d'opposition. Hein. Donc, même Cinque Stelle est quelque part un symptôme à l'italienne, bien sûr, mais un symptôme équivalent à ce que nous avons connu en France avec La République En Marche. Alors, la question sur la majorité. Il a une majorité ferme. Il a une majorité, si vous voulez, 313 députés sur 577, il y en a un qui a voté contre, ils sont 312. La perte en ligne est faible. Hein, voilà. Et vous savez, on est dans la Ve République, c'est-à-dire le président, il ne faut pas oublier que ces hommes et ces femmes qui ont été élus, ils ont été élus non pas parce qu'ils s'appellent M. Perrineau, M. Cardoso, pas du tout. Ils ont été élus parce qu'ils s'appellent M. ou Mme Macron. Voilà. Donc, indépendamment de ce référent macronien, il n'existe pas, les députés. Donc, ils savent très bien qui les a fait, non pas rois, mais qui les a fait députés. Donc, pour l'instant, il tient son groupe parlementaire. Il tient son groupe parlementaire. Et d'autre part, c'est ça aussi, à la fois les avantages et les inconvénients d'une innovation politique majeure. L'immense majorité de ces députés sont des néophytes. Ils n'ont jamais été députés, ils n'ont jamais fait de politique, ils viennent, comme on dit, de la société civile, etc.
Donc, si vous voulez, ils sont encore beaucoup plus dans la dépendance que des hommes ou des femmes qui ont du métier politique, qui sont des élus locaux, qui peuvent, si ça ne va pas, revenir dans leur mairie, revenir dans leur département. Là, si vous voulez, s'ils quittent le Parlement, ben voilà, ils ne sont plus rien. Hein? Ou alors, il faut qu'ils reprennent leur métier d'auparavant. Hein? Donc, je crois que pour l'instant, en dépit des mouvements sociaux, qu'il ne faut pas, comment dire, oui, il y a une protestation sociale, oui. Hein? Il y a des mouvements sociaux, il n'y a pas un mouvement social capable aujourd'hui de mettre en péril la majorité politique. Hein? Je peux me tromper, hein, je ne suis pas devin, etc. Mais, et surtout, si vous voulez, qu'est-ce qu'un mouvement social sans débouché politique? Ça n'est pas grand-chose. Jusqu'à maintenant, tous les mouvements sociaux pouvaient à un moment dire, ben voilà, maintenant le mouvement social va devenir un mouvement politique d'opposition. Hein? Là, mais personne n'est capable d'être le porte-voix du mouvement social au plan politique. Monsieur Mélenchon, avec beaucoup de modestie pour une fois, l'a reconnu lui-même. Il dit « j'ai échoué contre le Code du travail, j'ai perdu. Je n'y suis pas arrivé ». Alors il essaye contre la SNCF, il n'y parvient pas plus. Hein? Bon. Alors les résultats de toutes ces réformes, il est beaucoup trop tôt pour pouvoir mesurer les effets politiques, on peut les mesurer. Les effets en termes culturels de représentation du pouvoir, etc., on les mesure. Les effets économiques et sociaux, il est beaucoup trop tôt. On est 6 mois, 5 mois après les réformes. Les décrets d'application qui mettent en œuvre les réformes sont en train d'être pris pour certaines réformes. Donc il est beaucoup trop tôt pour juger de l'impact que cela a sur, j'allais dire, l'économie et le système social français. Il y a toujours, et Macron le dit lui-même, mais tous les politologues le savent très bien, en général, entre la réforme et ses premiers effets, il y a 1 an et demi à 2 ans. Il y a un effet relapse. Hein, et ça n'est qu'au bout de 2 ans. C'est pour ça qu'il a commencé les réformes très tôt. Parce qu'il dit de toute façon après, c'est plus possible. Et si je veux engranger lors de la prochaine élection présidentielle les effets de mes réformes, il faut que je les commence tout de suite. Hein, et donc il faut, oui, bien sûr, attendre les 2 années qui viennent. Pour l'instant, les indicateurs économiques et sociaux s'améliorent. Mais soyons honnêtes, ça n'est pas dû à Emmanuel Macron. C'est dû à la reprise internationale. Hein? Voilà, ça n'est pas dû à Emmanuel Macron. Il en profite. Oui, la confiance. Hein? Mais ça a commencé avant. Hein? Donc il en profite. Et c'est vrai que les acteurs économiques ont à nouveau confiance. Moi, je me souviens, si vous voulez, pendant la campagne, en tant que politiste, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Je suis les élections présidentielles depuis, c'est terrible, depuis 1974. Mais je n'avais jamais été invité de manière aussi compulsive par les banques. Voilà. Là, je n'en revenais pas. J'allais à Bruxelles, à Londres, à Francfort, mais j'allais toutes les semaines. Si j'avais voulu y aller tous les jours, j'aurais pu y aller tous les jours. Et c'était toujours les mêmes questions. Dites-nous que Marine Le Pen n'arrivera pas au pouvoir. Hein, voilà. Oui, j'aurais pu gagner ma vie très facilement. J'aurais répondu non. Voilà. Allez, au revoir. Hein, bon, voilà. Donc j'essayais d'être un peu plus argumenté que ça. Mais, voilà. Mais c'était... Ça, c'est incroyablement nouveau. Ça montrait qu'il y a eu une inquiétude des acteurs économiques. Et là, il y avait là, à Londres, je me souviens, il y avait des Japonais, il y avait des Singapouriens, il y avait le monde entier qui était là. Hein? Et ça, c'était la première fois que ça arrivait. Alors, les relations avec l'Allemagne. Les relations avec l'Allemagne ont été dans le premier mouvement, mais ça c'est une habitude, la première visite diplomatique, en effet, c'est pour notre voisin allemand. Et Emmanuel Macron, en effet, a obéi à ce type de visite afin de relancer la construction européenne autour de l'axe franco-allemand et surtout de tenter de convaincre nos partenaires allemands qu'il y a besoin d'une gouvernance de la zone euro. Bien.
va assez loin. Création d'un super ministre des Finances dans la zone euro, création d'une forme d'assemblée parlementaire, d'ailleurs qui jouerait un rôle un peu étrange puisqu'il y a déjà un parlement à côté. Bon. Mais enfin, un projet qui est un projet fort. Pour l'instant, dans un premier temps, c'était très difficile puisque le partenaire allemand était dans une négociation interminable, d'abord avec les libéraux et après avec les sociaux-démocrates. Et avec cette angoisse de la montée de l'AfD, qui touche tout de même beaucoup plus, pas uniquement, mais beaucoup l'électorat de la droite allemande, ce qui suscite en effet des inquiétudes légitimes chez la chancelière, que les autres forces politiques, même si les socialistes ne sont pas à l'abri de la poussée de l'AfD, de l'Alternative für Deutschland. Donc, ça a été extrêmement difficile. Pour l'instant, quand on regarde les déclarations du nouveau ministre de l'économie allemand, qui est un social-démocrate, les espoirs français sont plutôt déçus. Plutôt déçus. Les Allemands ne lâchent pas beaucoup, pour l'instant, sur les demandes françaises. Et il continue à y avoir, en dépit de l'amélioration en particulier des indicateurs français en ce qui concerne les dépenses publiques, eh bien, où le taux de croissance, ça s'améliore, mais comme toujours, les Allemands disent, comme toujours quand on corrige des copies, nous professeurs d'université, encore un effort. Voilà, hein, encore un effort. Donc là, c'est vrai que les acquis, pour l'instant, ne sont pas énormes. Le travail de conviction, on connaît Emmanuel Macron et son extraordinaire et peu commune et peu commun pouvoir de conviction. Il adore convaincre. Il y passe un temps, même parfois pas raisonnable. Il rencontre quelqu'un dans la rue qui lui résiste, il va lui consacrer un quart d'heure, montre en main. Il avait choisi, ce qui est assez paradoxal, de se faire interviewer par deux des journalistes les plus compliqués en France. C'est son dernière interview, mais parce qu'il avait cette volonté, face à deux hommes dont un en particulier ne lui voulait vraiment pas du bien. Voilà, il l'a choisi. Il choisit des gens qui lui font mal parce qu'il a envie de les convaincre, de retourner. Et c'était étonnant. Enfin, c'est la première fois que je vois un président de la République rentrer dans l'arène, argumenter, revenir. Vous n'avez pas compris. Je vais vous réexpliquer une deuxième fois, puis une troisième. Voilà, bon. Voilà. Avec des journalistes qui cherchaient à le déstabiliser, absolument pas déstabiliser. Ils disaient, puisque vous n'avez pas compris, eh bien, on va y revenir une quatrième fois, etc. Voilà, en changeant l'argumentation, etc. Donc, avec les Allemands, il les soumettra simplement. L'adversaire allemand, pas l'adversaire, le partenaire allemand est un peu plus compliqué. Là, il y faudra une force de conviction peu commune. Peu commune. Alors, ensuite, la verticalité. C'est le en même temps. Si vous voulez, brièvement, dans l'innovation politique macronienne, il y a l'idée qu'on y réfléchit avec le président Cardozo dans d'autres instances sur la crise de la démocratie, il y a l'idée que la démocratie représentative et les mécanismes verticaux de la démocratie représentative de délégation sont en crise. Et qu'il y a une demande et la nécessité de faire exister une démocratie plus horizontale. Réfléchissons à ce qu'on appelle la démocratie délibérative, réfléchissons aux espaces que peut offrir, sans rêver trop, Internet, etc., la démocratie électronique, une démocratie plus horizontale. Dans un premier temps, Macron a beaucoup joué cette démocratie horizontale. L'organisation qu'il crée, en avril 2016, En Marche, c'est une organisation d'un type radicalement nouveau et complètement horizontal. Il n'y a presque pas de chef, sauf tout de même lui. On est dans une start-up, mais comme dans toutes les start-up, il y a un chef. Et ce qu'on fait, on écrase la hiérarchie intermédiaire. C'est pas pour rien qu'on a parlé de start-up politique. Mais il y a un chef. Et d'ailleurs, le nom du parti, c'est EM. Faut oser tout de même. Faut oser. Même De Gaulle n'osait pas. Voilà. De Gaulle disait toujours, ne parlez pas de parti, et pas de parti gaulliste, quoi. Je ne veux pas donner mon nom à un machin comme ça. Lui, il n'hésite pas. EM.
Hein. Donc, il y a cette volonté, mais ensuite, il le dit tout de suite. Il y a, si ça vous intéresse, allez voir, il y a une revue très intéressante en France, un journal régulier très intéressant qui s'appelle Le 1, qui a été créé par d'anciens journalistes du monde. Éric Fotorino, qui est un journaliste de grande qualité, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les journalistes du monde. Hein. Donc lui, c'est vraiment un grand journaliste qui vient du monde et qui a créé, c'est un journal très original, voilà, on le déplie comme ça. Et il avait interviewé Macron. Et Macron avait développé une analyse extrêmement intéressante. C'est là où on voit que l'homme est cultivé. Il est jeune mais cultivé. Ou il est jeune et cultivé, pour ne pas être désagréable. Voilà. Donc, il revient aux analyses. Vous savez, il y a eu un philosophe français intéressant, Lefort, qui a dit le gros problème de la politique démocratique, c'est qu'on a créé un lieu politique, la démocratie, mais qui est un lieu vide. Qui est un lieu vide, qui est un lieu où on a coupé la tête du roi, il n'y a plus de figure de l'autorité qui s'incarne dans un homme. C'est un lieu vide. Regardez la République parlementaire française, c'était la 3e et la 4e, c'était extraordinaire. Fallait surtout pas qu'un homme avec un nom existe. On avait un président de la République qui inaugurait les chrysanthèmes, qui n'avait aucun pouvoir. Mais la passion des parlementaires, c'était surtout qu'on ne parle pas du président de la République, que quand il y avait un voyage officiel du président de la République en province, surtout qu'on n'en parle pas. La presse ne devait pas en parler, il ne devait pas exister. Hein, la non-existence d'un lieu politique incarné. Hein, et les analyses de Lefort là-dessus sont brillantissimes. Hein. Et Macron dit, voilà, ça, il faut en sortir. Heureusement, nous en sommes sortis de temps en temps dans l'histoire, et nous en sommes sortis avec la Ve République. Alors, il est gonflé, hein, parce qu'il dit, nous en sommes sortis de temps en temps avec l'histoire. Regardez Napoléon Bonaparte. Ouf, pour le républicain de gauche moyen, là, ouf, vous voyez, il faut être accroché. Hein. Bon. Et regardez le général de Gaulle. Là aussi, le général perçu par les républicains comme un factieux en 1958. Et pendant la campagne, il envoie des signaux de son écoute à la culture monarchique. Il va aux fêtes de la Pucelle d'Orléans, les fêtes de Jeanne d'Arc, qui est un symbole iconique de la tradition monarchiste en France. Il va rendre visite à M. Philippe de Villiers, au cœur de ce qu'il y a de plus à droite en France, la Vendée, au Festival du Puy du Fou. Festival du Puy du Fou, dont un des grands moments, c'est une ode rendue à la révolte des Chouans contre la République quelques années après la Révolution française. Là, je me disais, il est gonflé, quand même. Mais il est bon. Vous voyez, d'après le observateur, je me disais, il est bon, il a compris. Hein. Bon. Et là, d'ailleurs, on l'interroge au Puy du Fou, on lui dit, mais vous êtes de gauche? Il est ministre à l'époque, hein, d'un gouvernement de gauche. Il dit, non, je suis absolument pas de gauche. Les gens, là, c'est bon, il est ministre d'un gouvernement de gauche, il dit qu'il n'est pas de gauche, etc. Bon. Mais ça y est, il avait commencé à mettre en place ce logiciel. Et dans cette interview, il dit, il faut revenir à l'esprit originel de la Ve République, qui s'est perdu. Et cet esprit originel, c'est quoi? C'est une conception jupitérienne. Alors là, vous voyez, on n'est plus du tout dans la démocratie horizontale. Hein. On est dans la démocratie verticale. Jupiter, quand il lance la foudre, c'est en général d'en haut. Vous voyez, hein, c'est pas horizontal, ça vient d'en haut. Et il l'assume totalement. Hein. Il dit, voilà, il faut revenir à une verticalité. Mais en cela, il comprend ce que nous, les observateurs, on voit très bien dans toutes les enquêtes, pas simplement en France, en Europe, depuis mais même des décennies. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a cette demande de démocratie horizontale, de permissivité croissante, de développement des droits de l'individu, il y a une demande de retour à des formes d'autorité et d'exercice de l'autorité. Ça n'est pas contradictoire, et c'est pour ça qu'il est passionnant intellectuellement. Ça n'est pas contradictoire. Plus vous avez de droits de l'individu, plus vous êtes dans l'horizontal, plus il y a besoin d'un principe de régulation centrale. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de sciences politiques ou de polytechnique pour arriver à cette conclusion. Plus il y a une demande de régulation centrale.
Et au fond, sa conception d'autorité jupitérienne, c'est simplement le constat de ça. Il pense les deux en même temps. Hein? Il pense les deux en même temps. Hein? Et elle est là. Hein? Nous, on la voit. Alors, on écrit ça, mais vous savez, c'est des trucs universitaires. Il y a 15 personnes qui vous lisent. Hein? Voilà, bon. On le dit, mais les gens disent, bon, c'est une idée d'universitaire. Non. Depuis 20 ans, c'est une réalité dans tous les pays européens. Lisez là-dessus, il y a une enquête très intéressante de European Value Survey, EVS, hein, qui pose tous les 7-8 ans des questions dans tous les pays d'Europe sur les valeurs, les systèmes de valeurs, comment ça évolue. Hein, et on voit très très bien ce double mouvement. Hein. Et donc, peut-être qu'il avait lu ça. J'ai jamais eu l'occasion de lui poser la question, mais peut-être qu'il avait lu ça. Alors, les propositions économiques, si vous voulez, c'est organisé, là aussi, dans son livre Évolution, qui est un livre de propositions générales. Il n'y a pas de propositions techniques dans le livre. Ça n'est que dans le courant de la campagne, après une consultation par questionnaire, qu'il va peaufiner et préciser son programme économique. Mais il y a une analyse globale qui est très intéressante. Il dit, voilà, je vais m'attaquer à tout ce qui est rente. Et je favoriserai tout ce qui est investissement. Et dans plusieurs des réformes qui sont mises en place, en particulier la réforme sur l'impôt des grandes fortunes, c'est très net. Mais aussi dans la manière dont il est en train de s'attaquer à ce qu'il estime un statut qui a des aspects de rente, qui est le statut de la SNCF. Et des cheminots, statut qui a été déterminé après la guerre et qui n'a pas changé depuis. Donc, c'est organisé par une volonté de casser au maximum les rentes et de favoriser tout ce qui est conditions propices à faire redémarrer la machine économique. Et sa politique fiscale, sa politique de réforme du Code du travail, sa politique de réforme du statut de la SNCF trouvent leur cohérence dans cette analyse globale. Alors, bien sûr, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour savoir ce qu'il en est. Hein, sauf que ça a recréé, auprès des acteurs économiques, c'est très net dans les baromètres que l'on fait régulièrement sur le moral des chefs d'entreprise et sur la manière dont ils prévoient, la manière dont ils vont investir dans les 6 mois ou l'année à venir. On est passé, là, du rouge à l'orange et maintenant vraiment au vert. Au vert tendre. C'est pas encore un vert... voilà. Mais on est passé au vert. Hein. Les acteurs économiques, dans leur attitude et dans leur stratégie annoncée d'investissement, ont énormément changé en 1 an et demi. Alors, d'autre part, il faut être attentif à des choses qui ne sont pas au premier plan, mais il a annoncé sa volonté d'avoir, alors on va voir en quoi elle consiste, pour l'instant c'est un projet, de porter la France au premier plan d'un grand programme sur l'intelligence artificielle et de devenir une des principales puissances en matière d'intelligence artificielle. Il y a là, à mon avis, une idée qui est une idée forte, qui est une idée extrêmement importante, hein, mais pour l'instant, voilà, c'est un projet. De quoi ce projet sera-t-il fait? Quelles sont les mesures concrètes qui vont être prises? Vous savez, c'est extrêmement difficile d'en savoir plus. Moi, j'ai beaucoup d'anciens étudiants qui sont autour du président Macron, donc je téléphone. Mais là, ou bien ils ne sont jamais là parce qu'ils sont par Mons et par Vaux, ou bien ils dorment parce qu'ils sont littéralement épuisés. Le rythme de travail imposé par le président est hallucinant. Et en plus de ça, il a réduit énormément les effectifs des cabinets ministériels. Donc c'est peu d'hommes et de femmes, mais qui sont soumis à un rythme de travail, mais littéralement, mais phénoménal. Et lui est en plus de ça un homme qui dort extrêmement peu. Et l'essentiel des messages que les proches reçoivent, c'est à 3h, 4h du matin, 5h du matin. Voilà. Mais c'est aussi, c'est pas simplement une image, quoi. C'est une pratique qu'il veut donner, quoi, de diriger un peu voilà, la France un peu comme une entreprise. Alors, sur le fameux hasard, bien sûr,
Mais la politique est aussi faite de hasard et pas simplement de nécessité. Alors j'ai trop insisté, vous avez raison, sur la nécessité, les nécessités. Ce qui avait besoin de s'exprimer parce que c'était là, en genèse, depuis des années et des années. Les Français tapaient à la porte, le système politique ne répondait pas. Tout d'un coup, le système politique va répondre. Une partie du système politique prend en compte ces demandes. Bien. Mais bien sûr qu'il y a le kairos. Il y a le hasard. Mais le hasard ne suffit pas. Il faut savoir l'exploiter, le hasard. Et là, quel talent pour exploiter le hasard. Hein? Alors c'est vrai, il y a eu plusieurs hasards très bienheureux. Il y a eu, en effet, François Fillon. C'est vrai qu'en septembre, octobre, novembre, François Fillon est sur la marche du pouvoir. Attention, François Fillon, il est et de droite et de droite. Il n'est pas et de droite et de gauche. Donc, deux problèmes vont naître. Il est et de droite, en particulier sur le plan social et culturel. Ses positions sont très respectables, mais elles ne sont plus en phase avec le trend culturel majoritaire de la population française. Voilà. Les positions traditionnalistes en matière de mœurs, voilà, c'est aujourd'hui, par exemple, sur le mariage homosexuel, c'est 35% de la population française qui se retrouve sur ces positions. 60% de la population française considère que voilà, c'est une réforme et que cette réforme maintenant doit vivre, qu'il n'est pas question... Ah oui, pardon. Qu'il n'est pas question de revenir sur cette affaire. Et même sur l'adoption pour les couples homosexuels, c'est une majorité de Français qui considèrent que maintenant, les couples homosexuels peuvent accéder à l'adoption. Donc, il est gêné là-dessus. Et puis, il est et de droite au plan économique. C'est-à-dire qu'en particulier, il est en matière de choc libéral, il est au fond presque sur un choc à la Margaret Thatcher. Et en cela, il va créer, bien avant la percée de Macron, il crée un trouble, en particulier sur les réformes sur la protection sociale. Faire passer toute une série de couvertures des risques de la sécurité sociale au secteur des mutuelles d'assurance. Là, ça va créer chez les Français, à commencer par les Français de droite, et là il aurait dû réfléchir, et aux personnes âgées. La majorité du corps électoral, vous savez que les personnes âgées, au-dessus de 50 ans, 60 ans, votent beaucoup plus que les jeunes, et votent beaucoup plus à droite. Et là, il prend des réformes, c'était un de ses conseillers d'ailleurs, que je connais, Henri de Castres, qui l'a poussé dans ce sens. C'était extrêmement imprudent. Et là, tout d'un coup, dans les sondages, nous on l'a vu, il perd 4 à 5 points. C'est-à-dire, il rentre dans une zone où il était le favori, il rentre dans une zone de fragilité. Et ça, vous voyez, c'est avant le phénomène Macron. Hein? Et très calmement, Emmanuel Macron se réjouit des difficultés, en effet, de son adversaire. Hein? Donc, oui, il y a ce destin particulier de Fillon, voilà, mais c'est un hasard qu'il a su exploiter. Le hasard du président Hollande, c'était un hasard plus... Il avait une telle proximité avec le président Hollande qu'il connaissait les faiblesses du président Hollande. Voilà. Et qu'on n'avait pas beaucoup à lui faire la leçon là-dessus. Voilà. Et donc, ce qui arrive, il s'y attendait. Il s'y attendait. Et que de toute façon, Hollande s'est tué lui-même. Vraiment, avec une constance, une application assez remarquable. Alors, sur la justice, alors, si vous voulez, le pouvoir judiciaire français n'a pas à la fois la puissance,
l'autonomie du pouvoir judiciaire brésilien. Ce n'est pas le même système, ce n'est pas les mêmes référents, ce n'est pas le même vécu de la séparation des pouvoirs, etc. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Cependant, il y a des tendances communes qui traversent les démocraties. Plus la démocratie représentative est en crise, plus on assiste à des mouvements de judiciarisation constante du politique. Et il faudrait penser également au mouvement de médiatisation croissante du politique. C'est-à-dire que dans les trois pouvoirs, le pouvoir judiciaire connaît, avec la crise de la démocratie, qu'elle soit une démocratie présidentielle ou une démocratie parlementaire, le pouvoir judiciaire connaît une montée en puissance, et le pouvoir médiatique, et le quatrième pouvoir, connaît lui aussi une montée en puissance. Emmanuel Macron a su jusqu'à présent parfaitement utiliser ce changement de configuration dans l'organisation des pouvoirs dans le jeu démocratique et le jeu électoral. Il a su à merveille jouer la médiatisation du pouvoir politique avec beaucoup de subtilité, beaucoup plus de subtilité que ses prédécesseurs. Et il a su profiter, en effet, de la judiciarisation de la vie politique, mais sans l'alimenter avec des effets de manche. Oui, sans se transformer en monsieur propre de la vie politique qui donnait des leçons à tout le monde. Il a laissé ce rôle à Madame Le Pen, qui n'était pas crédible parce que c'était assez une madame propre, assez peu une madame propre. Elle était aussi une madame qui pouvait poser des problèmes. On l'a vu au Parlement européen, en particulier avec l'utilisation qu'elle fait des assistants parlementaires du groupe du groupe d'extrême droite au Parlement européen, qui sont en fait des assistants parlementaires qui ont comme objectif de faire fonctionner le parti à Paris. Et ça lui a coûté cher, Mme Marine Le Pen. Il ne faut pas croire que ça a coûté cher simplement à Fillon. Mme Marine Le Pen part au début de la campagne avec, il y a des sondages qui l'annoncent à 25%. Elle finira à 21%. Ça lui a coûté, de septembre à fin avril, ça lui a coûté 4 à 5 points, ces affaires. Surtout qu'elle en avait plusieurs. Il n'y a pas simplement le Parlement européen, il y a l'affaire aussi des partis satellites du Front National qui sont des machines à ramasser de l'argent dans des conditions qui sont des conditions assez contestables. Donc, vous voyez, celle qui devait donner des leçons à l'ensemble de la classe politique, eh bien, elle a été touchée elle-même par ce mouvement de judiciarisation profonde du politique, et ça a eu un coût électoral, 4 à 5 points. Voilà ce que l'on peut dire sur le sujet. Merci. Agora eu vou falar em português rapidamente para agradecer uma vez mais não só a brilhante exposição de Perrinot, como a presença de todos vocês aqui. E dizer uma só palavra. Quando eu escutava, eu me lembrava de uma frase latina que o Marx gostava muito de usar. De te fabula narratur. O que quer dizer que a história que ele está contando é também a nossa história. É também a nossa história com as particularidades que cada país tem, com as diferenças que existem, mas nós estamos diante do mesmo, uma situação semelhante. Vou aproveitar para fazer um pequeno comercial. O Sérgio escreveu um livrinho que eu assinei em cima, que se chama Crise da Democracia e Reinvenção da Democracia no Brasil. Reinvenção da política. Da política no Brasil. É isso. Nós também estamos enfrentando uma crise e precisamos de uma reinvenção da política. Não se reinventa a política sem que a política encarne em pessoas. Ele disse isso aqui, é verdade. Não basta ter ideia, precisa que essas ideias sejam vivas através de símbolos. E no momento eleitoral tem que encarnar em pessoas. Acho que, entre muitas lições que nos foram dadas, essa veio também. Eu acho que nós devemos refletir muito profundamente, porque nós estamos há 5 meses de uma decisão que pode comprometer ou não. De toda maneira, vai definir as nossas chances no futuro próximo. E, se nós não encontrarmos um EE, vai ser difícil sair de onde nós estamos. Muito obrigado e, mais uma vez, c'était formidable. Je vous remercie profondément. À la prochaine.